Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans cet entretien de la rédaction qui reçoit pour vous ce soir Madame Rafiatou Alassane. Elle est la conseillère technique juridique de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Bonsoir Madame et merci de nous accueillir ici au ministère. Bonsoir Madame la journaliste, bonsoir à Mesdames et Messieurs qui nous suivent en direct là. Mais remerciements à vous également pour m'avoir invité. Merci Madame. Eh bien, vous êtes à la tête d'une équipe qui a entamé depuis le lundi 15 avril dernier une tournée de vulgarisation de certains textes de loi à travers le pays. De quoi s'agit-il réellement? Alors, merci Madame la journaliste. En réalité, l'équipe qui organise la séance, c'est l'équipe juridique pays auprès du projet SWED, qui est un projet qui a pour ministère de tutelle le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Alors, à l'entame, nous avons remarqué que les femmes et les filles en République du Bénin font objet de plusieurs formes de violence. Violence à l'égard des sexes, violence également d'ordre physique, violence morale et toutes les typologies de violence que la législation interne a évoquées. Alors, depuis 2021, l'arsenal juridique de notre pays s'est enrichi de trois lois que nous appelons des lois triplées. Il s'agit des lois 2021-11 portant mesures spéciales de répression des infractions à raison du sexe des personnes et protection des femmes en République du Bénin. Et la loi 2021-12, elle qui est venue modifier et compléter la loi relative à la santé sexuelle et reproductive en République du Bénin. Et la troisième loi qui, elle également, date du 20 décembre 2021, qui est la loi 2021-13, qui est venue compléter et modifier également la loi 2002 portant Code des personnes et de la famille en République du Bénin. Alors ces lois-là sont venues apporter une certaine réponse aux violences perpétrées à l'endroit des femmes, les violences que subissent les femmes, certes, mais c'est une loi telle que nous l'avons évoquée, ces trois lois. Il y en a parmi elles qui ne sont pas des lois spécifiques à la femme, mais sont des lois de portée générale. Alors, dans nos diverses interactions avec la population, à travers nos centres de promotion sociale qui sont devenus aujourd'hui des guichets uniques de protection sociale, on s'est rendu compte que la majorité de la population n'a pas connaissance des dispositions de ces lois-là. Ou parfois d'autres qui en ont connaissance ont une connaissance erronée de ces dispositions. Ils urgent alors qu'on apporte la bonne information au peuple, puisque sans information, on ne saurait apprécier les efforts que l'État béninois a consentis en matière de protection des femmes et des filles en République du Bénin. En général, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, est-ce de cette manière que cela se passe d'habitude pour toutes les lois votées au Bénin? Alors, je ne vais pas rentrer dans des théories des facultés de droit. Nous savons très bien qu'il y a des processus pour qu'une loi entre en vigueur sur notre territoire. La dernière étape, c'est l'étape de la publication de la loi. Alors, la publication de la loi répond à une forme donnée et c'est après cette publication que normalement la loi entre en vigueur et l'adage selon lequel nul n'est censé ignorer la loi, que tout le monde dit si bien. C'est après cette étape-là que normalement tout le monde devrait prendre connaissance des lois. Mais la publication répond à une forme qui n'est pas toujours accessible à la communauté, c'est-à-dire la population à la base. Nos habitants des contrées, les habitants des zones rurales n'ont pas toujours connaissance de cette procédure-là. Donc, ne vont pas souvent à la source pour prendre connaissance des lois qui sont entrées en vigueur sur le territoire national. Alors, nous avons fait cette remarque
Même nous, intellectuels, nous qui avons un certain niveau, il est très rare de voir des populations de leurs chefs aller à la source de l'information et de chercher le journal d'annonce légale, qui est le journal qui publie. Alors, de chercher ce journal-là et de prendre connaissance des dispositions de la nouvelle loi. Tout le monde se contente de ce qu'on a entendu dans le tas, sur le tas, pardon. Alors, nous avons fait cette remarque, donc il est de bon ton quand même qu'on change de stratégie pour apporter l'information à la base, l'information auprès de la population, qui est une population majoritairement vulnérable au regard soit de l'âge, au regard soit de d'autres problèmes sociaux auxquels elles sont confrontées. Alors, je ne dirais pas tout de suite que c'est de cette façon que toutes les lois sont portées à la connaissance. Parce que là, je revenais à la singularité de ces textes de loi qui ont été votés, que vous vulgarisez ces temps-ci. Oui, la méthode que nous avons choisie, c'est celle de disséminer la loi et de la porter à la population, à la base, telle que je l'ai dit tantôt. Alors, la méthode choisie, c'est d'abord qu'au sein de la communauté, nous avons ceux-là qui portent la voix de la communauté. Je veux parler des leaders religieux, des leaders traditionnels et également des faiseurs d'opinion. Donc, grâce à nos CPS, nous avons identifié dans chaque commune du Bénin au moins 2 leaders religieux, des leaders d'opinion que nous avons formés à la compréhension de ces textes de loi. Ça a été la première phase de ces séances de sensibilisation. C'est le rôle que ces leaders formés ont à jouer dans la communauté, c'est d'apporter l'information déjà, puisque eux, ils sont dans la communauté, ils sont habitués à la population, donc il leur revient après les formations d'apporter l'information à la base. Ça a été une première approche. Alors, ces leaders que nous avons formés ont été regroupés sur des plateformes selon des zones. Nous avons des plateformes que nous avons élaborées selon que le leader formé soit de la zone septentrionale ou même du sud Bénin. Alors, on les a regroupés dans une plateforme et c'est sur cette plateforme-là qu'ils nous font toujours le retour de leurs séances qu'eux, ils organisent déjà au niveau de leur communauté. On a remarqué réellement que la population a commencé par avoir des informations réelles, la bonne information, et nous avons remarqué un engouement à cette stratégie-là. Donc, sous l'égide de Madame la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, puisqu'elle a eu vent de ce qui se passe sur le terrain, nous a dit, alors là, il va falloir descendre encore au plus près pour apporter vous-même l'information aux côtés des leaders précédemment formés. Et Madame, merci pour ces explications. Dans ce sens, cette tournée de vulgarisation, quel est son objectif? L'objectif, cela est déjà palpable, hein? C'est d'abord d'informer sur l'existence des textes de loi, l'existence de ces textes de loi qui sont spécifiques, puisque c'est des textes qui sont venus renforcer la législation en matière de protection des femmes et des filles. Alors, on leur a apporté l'information d'abord sur l'existence de ces textes de loi. On leur a également apporté les informations sur le contenu exact des dispositions. Et cela nous a permis de lever des équivoques, des spéculations qui se faisaient autour de ces textes de loi. Donc, l'objectif principal, c'est d'informer et de sensibiliser à l'effet d'avoir de bons comportements, de comportements citoyens. Alors, vous êtes à quelle étape en ce moment? Alors, en ce moment, la semaine du lundi 15 avril au jeudi passé, nous sommes restés dans 4 départements du Bénin. Il s'agit des départements de l'Ouémé, des départements du Plateau, l'Atlantique et le littoral. Alors, dans ces 4 départements, nous avons tenu 28 séances de sensibilisation.
28 séances de sensibilisation. Toutes les communes de ces 4 départements ont été sillonnées. Il y a eu bien sûr plusieurs équipes mobilisées pour faire le travail. Alors nous avons fait la sensibilisation dans ces 4 départements. Le littoral, qui est un département particulier, nous avons tenu sur le territoire du littoral Cotonou, principalement 3 séances. Alors voilà, à cette étape-là, il y a des étapes qui vont suivre parce que le Bénin, vous le savez très bien, a 12 départements. On a fini l'étape des 4 départements que j'ai cités. La semaine prochaine, nous irons sur d'autres fronts. Et là également, 4 autres départements seront concernés. Il s'agit des départements du Zou, Colline, le Mono et le Koufou. D'accord. Madame Rafiatou Alassane, pensez-vous que les hommes accorderont un certain intérêt à suivre vos séances, puisqu'il s'agit là de lois votées en faveur de la femme et de la fille? La question, elle me fait bien sourire. Il faut rappeler que la loi 7, nous avons parlé des femmes et des filles, mais la loi, dans ses caractéristiques, a une portée générale. La loi a une portée générale et par conséquent, la loi ne saurait s'appliquer à une catégorie de la population. Alors, je vais aller au cas par cas. Quand je parle de la loi qui a modifié le Code des personnes et de la famille est composée aussi bien de l'homme, elle est composée de la femme, elle est composée des enfants. Alors, donc l'homme lui-même, il est concerné par ces lois. Mieux, quand j'ai évoqué la loi sur la santé sexuelle et reproductive, la santé sexuelle, c'est tout le monde qui est concerné, qu'on soit femme ou homme, on est concerné. Et au-delà de ça, même si ces lois-là étaient des lois applicables, sinon les lois qui protègent uniquement les femmes et les filles, vous savez très bien que la femme a pour époux un homme qui est le père de famille. Alors, l'homme également a pour fille son enfant. Alors, il a grand intérêt à connaître les dispositions qui protègent les membres de sa famille, puisque lui-même, il a une responsabilité vis-à-vis de ses membres de la famille. L'autre chose que je voudrais souligner, qui me paraît très capitale, la loi 2021-11, qui est la loi répressive, permettez-moi de la résumer ainsi. Cette, dans son intitulé même, a évoqué la question de la protection de la femme. Mais il n'y a pas que la femme qui soit victime de harcèlement sexuel. L'homme également peut faire objet de harcèlement sexuel. Au-delà de tout ça, l'homme également peut faire objet, peut être victime des autres formes de violence, les violences physiques, les violences morales, etc. Donc lui-même, il est concerné. Cette disposition-là également, dans son sein, a apporté une innovation qui est très capitale, l'interdiction de toute relation amoureuse entre un apprenant et son formateur ou l'enseignant. Alors, il n'y a pas que la femme qui soit enseignante, il n'y a pas que la femme qui soit apprenante. L'homme est apprenant, l'homme est également enseignant. Voilà les dispositions de la loi qui concernent les femmes, les hommes plutôt. D'ailleurs, ces hommes-là ont marqué un intérêt à ces séances. Ils étaient nombreux, ils sont sortis nombreux. Ils sont venus et ils ont posé de très intéressantes questions auxquelles nous avons apporté des réponses. Dites-nous, quelles sont les cibles ou bien tout le monde peut participer à ces séances-là? L'activité en elle-même est une séance de sensibilisation et de vulgarisation. Dans mes propos précédents, j'ai eu à dire que tout le monde a intérêt à connaître les dispositions de la loi. Donc tout le monde est concerné. Les cibles, il s'agit aussi bien des hommes, des femmes, des jeunes filles et des jeunes gens également. Et nous n'avons pas occulté également ces personnes-là qui ont des caractéristiques spécifiques. Il s'agit des personnes porteuses d'handicap. Elles étaient également nombreuses à ces séances. D'ailleurs, nous avons prévu des interprètes, c'est-à-dire ceux-là qui s'expriment dans des langages que cette catégorie de personnes-là comprend. Donc, tout le monde était convié à ces séances. Certes, les lois comportent plusieurs dispositions. Quelle stratégie de travail est mise en place pour être sûr d'avoir vraiment convaincu la cible?
La stratégie, telle que j'ai commencé par l'évoquer, ce n'est pas seulement le lundi 15 avril que nous avons commencé le travail. Le travail a commencé il y a bientôt 6 mois. Ça a été vraiment un travail très assidu, très élaboré, dans ce sens où, d'abord, nous avons identifié dans la communauté ceux-là qui peuvent nous aider à porter la voix. Ces personnes-là ont eu connaissance, on a échangé avec ces personnes sur plusieurs séances, sur plusieurs jours. C'est après cette étape-là que nous, maintenant, on a organisé la séance de sensibilisation grand public telle que tout le monde a vu. La stratégie adoptée, c'est une stratégie participative. On n'est pas venu dérouler un coup. Ça a été participatif, les séances. Dans l'assistance, nous avons donné priorité à l'assistance pour qu'elle s'exprime. On est souvent parti des cas d'école, sinon des cas vécus, que eux-mêmes, ils ont connaissance dans la communauté. Eux-mêmes, ils nous ont fait des remontées d'informations. Parmi les participants, il y en a qui se lèvent, ils vous font des témoignages. Et au regard de ces témoignages-là, on profite là maintenant pour échanger sur ce que les lois ont prévu lorsqu'on est face à tel ou tel autre cas de violence. D'accord, madame. Dites-nous, est-ce qu'il y a eu des difficultés sur le terrain? Vous avez noté certaines difficultés? Vous savez, c'est une œuvre humaine, hein, madame la journaliste, c'est une œuvre humaine. Dit tout de suite qu'il n'y a pas eu de difficulté, il n'y a pas eu de difficulté, je ne le dirai pas. C'est vrai que moi, je ne parlerai pas en termes de difficulté, mais je parlerai en termes de challenge. Alors, les challenges qui nous revient à relever pour les jours à venir, c'est d'avoir la maîtrise de la foule parce qu'il y avait vraiment de l'engouement. Tout le monde voulait participer. Bon, nous avons un dispositif, nous avons les mesures logistiques que nous avons mis en place. Bon, il y a eu des endroits où la foule, il y a eu peut-être un peu de débordement parce qu'il y avait vraiment de l'engouement. Donc, pour la suite des séances, c'est le challenge qu'il faut relever. Comment est-ce qu'il faut contenir la masse et voir même comment est-ce qu'il faut séquencer les séances pour pouvoir mieux gérer la foule. L'autre challenge que je voudrais relever, c'est cette participation même de la foule. Tout le monde voulait prendre la parole. Tout le monde voulait prendre la parole. Alors nous sommes encadrés par le temps. Alors ce temps-là nous a fait défaut. Ce temps-là nous a fait défaut et cela s'explique très bien. Si les gens n'avaient pas eu un intérêt à la chose, il n'y aurait pas ce flux de questionnement. Bon, pour relever ces défis-là, déjà, le compte rendu que nous avons fait à notre hiérarchie. Pour les 4 jours déjà? Pour les 4 jours, on a fait un compte rendu, bien évidemment, un compte rendu au fil et à mesure qu'on évoluait, on faisait des comptes rendus. Alors, dans ces comptes rendus-là, l'assistance elle-même qui demande des séances supplémentaires, il ne faudrait pas qu'on s'en arrête là. Alors, nous sommes en train de projeter et organiser également d'autres séances bien après ces séries de sensibilisation. Et également, l'instruction a été donnée, l'autorité a instruit les chefs CFPS ou chefs GUPS à l'effet de continuer la séance de sensibilisation pour ne pas laisser le temps. Alors, ils ont cette responsabilité de continuer les séances de sensibilisation sur le terrain. Merci madame. Nous allons à présent parler de la loi sur les interruptions volontaires de grossesse qui avait rencontré des commentaires au moment de son vote. Veuillez bien partager avec nous la manière dont les populations accueillent maintenant les explications liées à cette loi. Ah oui, la loi sur la santé sexuelle et reproductive en République du Bénin. Je ne parlerai pas d'interruption volontaire de grossesse. Je parlerai d'interruption de grossesse, d'interruption sécurisée, des mesures sécurisées. Alors, cette loi-là, au début, parce que les gens n'avaient pas la bonne information, il y avait eu tellement de spéculations autour de cette loi. Mais avec nos descentes, déjà, avec l'activité, sinon les séances
que les formateurs ont déjà entamé dans les communes, certaines inquiétudes ont commencé par se dissiper. Ces séances-là que nous avons tenues ont montré bien qu'il y avait un exercice d'explication qu'il fallait faire autour de cette loi. Il y avait un exercice d'explication et c'est à cela qu'on s'est attelé. La séance s'est bien déroulée autour de cette question-là, surtout à Cotonou. Je me souviens encore des débats autour de cette loi-là, surtout à Cotonou, mais les gens ont bien compris qu'en réalité, ce que le gouvernement recherche, ce n'est pas d'envoyer les jeunes dames, les jeunes filles à pratiquer l'avortement à volo. Pas du tout. C'est plutôt encadrer cette pratique-là. Encadrer cette pratique au regard des conséquences que génèrent les avortements clandestins. Vous savez très bien que dans nos centres de promotion sociale, nous avons ce qu'on appelle les services sociaux spécialisés. Nous en avons dans la plupart des centres de formation sanitaire, des hôpitaux. Et ces services-là reçoivent parfois, sinon le plus souvent, de jeunes dames, de jeunes filles qui ont pratiqué l'avortement clandestin et qui viennent avec des cas d'hémorragie. Elles viennent agonisantes, elles viennent presque mourantes à l'hôpital. Et ces personnes-là qui viennent en détresse et sans moyen d'accompagnement. Cette charge-là tombe sur l'État et donc sur toute la communauté. L'État ne saurait rester insensible à cela. Il y en a, ça c'est dans le meilleur des cas, lorsqu'elles viennent avec des hémorragies, on arrive à sauver. C'est le meilleur des cas. Il y en a qui viennent avec des hémorragies qu'on n'arrive plus à sauver, qui malheureusement décèdent. Il y en a également qui décèdent parce que les gens ont peur de venir dans des centres de santé après avoir pratiqué ces avortements clandestins-là. Il y en a, je ne vais pas citer toutes les conséquences qui sont liées à ces avortements clandestins. Donc nous avons expliqué à la population qu'il ne s'agit pas de pratiquer l'avortement. Non, l'avortement, lorsque vous pratiquez l'avortement et que vous n'êtes pas dans les conditions prévues par la loi, vous êtes sanctionné. L'avortement n'est pas autorisé dans le pays. L'avortement est encadré. L'avortement est encadré en République du Bénin. L'État a le droit de prendre ses responsabilités face à tout ce que nous observons, face aux dégâts de jeunes dames, de jeunes collégiennes, de jeunes étudiantes qui pratiquent cet acte-là de façon clandestine avec les conséquences que cela génère. Alors nous avons expliqué qu'il s'agit de ceux-là qui prennent la volonté, vraiment une volonté d'aller à l'avortement face à certains nombres de faits sociaux qu'ils sont en train de traverser, que la loi a bien retracé. Donc, ce n'est pas toute grossesse qu'on enlève. Et toute femme porteuse de grossesse ne va pas à l'hôpital pour solliciter l'IVG. Non, il ne s'agit pas de ça. Il faut d'abord que la femme elle-même prenne conscience que la grossesse qu'elle porte, qu'elle n'en veut pas. Et si elle n'en veut pas, elle prend la décision de façon consentante, libre, un consentement libre et éclairé. Elle se rend dans des formations sanitaires bien indiquées pour solliciter cet acte-là. Elle peut se rendre également dans nos centres de promotion sociale pour demander un accompagnement. Et tout ceci se fait lorsque la femme elle-même décide. Je tiens à le marteler, c'est lorsqu'elle-même prend la volonté de le faire. Personne n'oblige une femme porteuse de grossesse à l'enlever. L'autre élément également très important qu'il faut relever, vous savez, les professionnels qui sont appelés à pratiquer cet acte-là, la loi leur permet également d'avoir une objection de conscience. Ça veut dire que dans cette loi-là, le consentement a une place capitale. Là, c'est-à-dire pour être vraiment terre à terre, la volonté
la volonté aussi bien de la femme et la volonté du médecin qui veut la prendre en charge à une place capitale. Si on permet aux professionnels d'avoir une objection de conscience, c'est parce que l'État lui-même respecte les convictions de ses concitoyens. C'est de ça qu'il s'agit. Madame Rafiatou Alassane, à vous entendre, ça veut dire que l'État accompagne les femmes qui ont le désir de faire une IVG, mais dans certaines conditions. Exactement. D'accord. Dites-nous, madame, cette mission dont nous parlons, elle durera combien de jours, combien de semaines? Alors, si je dis tout de suite qu'elle va durer pendant tel nombre de jours ou tel nombre de semaines, c'est que je ne suis pas en train de dire toute la vérité. Je vous ai dit déjà que les séances ont débuté depuis 6 mois. Alors, la séance de sensibilisation grand public proprement dit, nous l'avons entamée depuis 1 semaine. Elle va durer pendant 6 semaines parce que nous allons parcourir toutes les 77 communes du Bénin. Alors, elle va durer en elle-même 6 semaines, mais après nous, le travail va se continuer. Les CPS vont continuer le travail, les relais communautaires que nous avons formés, les leaders d'opinion que nous avons formés, eux-mêmes continuent le travail et nous suivons tout ce qui se fait sur le terrain. J'en venais exactement là, la suite à donner à vos échanges sur le terrain, voilà qui est bien dit. Est-ce que vous avez un appel à lancer aux populations? Oui, l'appel à lancer à la population, je voudrais d'abord évoquer les cas de mariage forcé, les cas de mutilation génitale féminine, qui sont des fléaux vraiment qui gangrènent la société. Bien évidemment, pas sur toute l'étendue du territoire national. Il y a des zones où ces fléaux-là continuent par se perpétrer. Alors, l'appel à lancer est que la population, tous autant que nous sommes, nous avons intérêt à dénoncer toute forme de violence dont nous avons connaissance. Que ce soit les mutilations génitales féminines, que ce soit les violences basées sur le sexe des personnes, c'est-à-dire les violences physiques, les violences sexistes et d'autres formes de violence, nous avons tous intérêt à dénoncer. Et c'est l'invite que nous faisons à l'endroit de la population, dénoncer en nous rendant soit au niveau de nos centres de promotion sociale ou en nous rendant dans des centres de police qui sont des unités de proximité ou également en appelant des numéros dédiés à cela. Je voudrais rappeler le numéro de l'INF qui est également une structure étatique qui a pour mission de combattre ces fléaux-là. Je vais rappeler le numéro de l'INF. Alors, il s'agit du 51 07 88 88. 51 07 88 88. Au niveau du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, nous avons également un numéro vert qui est le numéro 138, qu'on peut appeler sans décliner son identité. On appelle ces numéros sans décliner l'identité, c'est-à-dire que nous ne devrons plus avoir peur de dénoncer. Voilà qui est bien dit. Madame Rafiatou Alassane, est-ce que vous avez un mot pour conclure? Alors, pour finir, je voudrais remercier le gouvernement de la République du Bénin à travers son chef, le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, qui a permis à ce que ces séances-là se tiennent. À ces mots également, j'adresse mes remerciements à Madame la ministre des Affaires sociales et de la microfinance qui a su par son leadership encadrer les séances préparatoires avant qu'on aille sur le terrain. Également, nous avons été appuyés sur le terrain par nos chefs CPS, nos directeurs départementaux des affaires sociales et de la microfinance, qui sont en réalité le bras opérationnel de cette opération, de cette séance de sensibilisation. Je leur adresse également mes mots de remerciement et je voudrais leur dire de continuer par observer cette mobilisation-là pour que les séances à venir soient encore meilleures. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, Madame Rafiatou Alassane. Merci pour toutes ces explications
qui ont rapport à cette tournée de vulgarisation de certains textes de loi que vous faites à travers le pays. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cet entretien de la rédaction qui a reçu. Pour vous, je vous le rappelle, Madame Rafiatou Alassane, elle est conseillère technique juridique de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Merci de nous avoir suivis. On se dit à très vite. Au revoir.